vous remercie. Une très belle assistance, réchauffée par ce bon dîner, merci. C'est assez inhabituel, mais voilà, c'est une innovation. Merci Vladimir et tous ceux qui sont là. Alors, pourquoi Moses Lévy d'abord, hein? Parce que c'est pas parce qu'il est tunisien, pourquoi pas, mais c'est parce qu'il est aussi italien. Il appartient à ces familles de graines, ce qu'on appelait les graines, c'est-à-dire les Livournais. Et en Tunisie, nous avons eu un nombre important de... Il faudrait peut-être que vous vous mettiez un tout petit peu par là, parce que... Enfin, je ne sais pas. Je ne vois pas tout le monde. Moi, je ne suis pas très bien. Ah, bah, très bien. Très Mais bien. si il est très loin, vous n'entendez pas, il y a de la place. Hein. Donc, en Tunisie, les Juifs formaient en deux communautés différentes. Les Touansa, c'est-à-dire ceux qui avaient la nationalité ou la sous-nationalité tunisienne, parce qu'ils étaient encore des dhimmis, et les Granes, qui étaient des Livournais, qui s'étaient installés en Tunisie en gardant leur nationalité au début, et puis en la perdant peu à peu, jusqu'au moment où, au XIXe siècle, la deuxième branche d'immigration venant de Toscane s'est installée en gardant la nationalité italienne. Donc ils ont formé un groupe compact qui s'est adapté pour les premiers, 16e, 17e siècle, en adoptant même les costumes, la langue, mais en gardant toujours leur individualité italienne. Et puis les autres qui se disaient les Toscans, n'est-ce pas? Et il y avait une supériorité à être Toscan, on portait le chapeau, c'était vraiment la noblesse. En tout cas, pour eux-mêmes, ils se considéraient comme la noblesse des Juifs de Tunisie. Et avec le protectorat, en 1881, cette communauté a continué de rester en Tunisie et a participé à l'occidentalisation de la communauté juive de Tunisie, qui s'est accentuée justement peu à peu par l'influence française. Donc une très forte influence italienne, et on disait bien Tunisie à Hanoï d'ailleurs à un moment, puisque l'Italie revendiquait la Tunisie, mais je vais arriver tout de suite à Moses Lévy, ne vous inquiétez pas, je ne tomberai pas dans le défaut de l'historienne, non. Mais il faut quand même recadrer, donner un contexte historique à ce va-et-vient méditerranéen de Moses Lévy. En effet, la Seconde Guerre mondiale, après l'établissement du protectorat de 1881, il y a la première, et puis la Première Guerre mondiale est très dure, mais il y a beaucoup de volontaires juifs qui s'engagent dans l'armée française. Et au cours de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'application des lois antisémites, des lois raciales, la décolonisation et la proclamation de l'indépendance ensuite en 1956, tout cela, tous ces événements, y compris plus tard en 1948 la naissance de l'État d'Israël, tous ces événements vont transformer durablement la vie des communautés juives de Tunisie qui opteront pour un départ massif après la crise de Bizerte en 1961. Et la vie du peintre Moses Lévy s'inscrit dans ce contexte historique. Alors dans une première partie, nous évoquerons les différentes étapes de sa vie, sa naissance à Tunis dans un milieu britannique, car ses parents ses grands-parents en tout cas, étaient anglais de Gibraltar. Ses origines et son enfance tunisienne, son départ pour la Toscane et son retour à Tunis où il fera des allers-retours incessants vers la Toscane. Les voyages en Méditerranée, en Europe du Nord, vont être des jalons permanents de sa vie. Et enfin, son départ définitif pour la ville dans laquelle il s'est épanoui, c'est la ville de Viareggio. Et cette ville, il va rester jusqu'à sa mort en 1968. Donc, on va le suivre dans sa formation italienne d'abord, puis dans sa maturité, à travers ses activités picturales, et principalement en Tunisie et à Viareggio en Italie. Alors, comme source essentielle pour le travail que j'ai pu faire, c'est l'ouvrage de Carlo Luigi Raggianti, qui a écrit une somme importante, une monographie, sur Moses Lévy. Et
il a publié tous ses catalogues, y compris les incisioni, c'est-à-dire les incisions, les eaux fortes qu'il a pu faire. Donc là, c'était une très bonne source. Il y a aussi d'autres sources historiques que je laisserai de côté. Et j'ai surtout beaucoup de contacts personnels avec la famille de Moses, en particulier sa belle-fille, qui a épousé son fils Nello, et qui est devenue veuve. Donc elle a gardé tout l'atelier de son mari. Et le fils de Moses est devenu peintre aussi. Et alors ça a été un peu une rivalité entre eux, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que le père a été assez classique et le fils, lui, a été vers l'abstraction. Donc vous voyez, c'est un peu des itinéraires différents. Alors dans la deuxième partie, on analysera les différentes structures des arts plastiques en Tunisie. Il est possible que je passe assez vite parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et ce qui est important, c'est le rôle de ce peintre dans l'école de Tunis. Alors, l'école de Tunis, on le verra, c'est un plagiat en quelque sorte de ce qui n'était même pas encore l'école de Paris. Donc ça a été un emprunt. Et enfin, dans une troisième partie, on essaiera de cerner à travers sa peinture l'originalité de ce peintre. Et il nous a semblé comme problématique intéressante de savoir si Moses Lévy avait été un peintre orientaliste. Eh bien, lui-même a refusé totalement cette définition de l'orientalisme. Il s'est inscrit dans l'occidentalisme, dans l'occidentalisation, et pas du tout dans l'Orient. Donc ce serait une erreur de dire que Moses Lévy était un orientaliste. Naturellement, il y a des thèmes orientaux, mais ils sont traités à la manière de l'Occident et pas du tout de l'Orient. Vous voyez, c'est pas les chameaux qui courent, enfin, c'est très beau aussi la peinture orientaliste. Mais en tout cas, il n'en voulait pas. Alors, il se relie aussi aux peintres impressionnistes, à Seurat, à Cézanne, et donc, en fait, voilà, c'est au Fauve aussi, vous le verrez. Il nous laisse une grille de lecture qui correspond quand même à toute cette première moitié du XXe siècle, et même en débordant un petit peu. Alors, vous avez ici donc les origines et les éléments généalogiques de sa famille. Je vais commencer par cela. Donc là, c'est un autoportrait. Alors, presque toujours des plages. Et cet autoportrait a été peint en Italie. Alors, vous avez ensuite ici son épouse, et c'est Anna Malfatti, qui était une Italienne, donc comme son nom l'indique, et elle est originaire de Viareggio, ce qui montre un petit peu pourquoi il a ce lien. Et ils ont eu 3 enfants, Leonella, Leonello et Elsa. Alors moi j'ai rencontré Elsa et voilà, donc c'est elle aussi, à part la belle-fille, j'ai bien connu aussi la fille de Moses. Alors donc ça c'est son épouse. Ensuite vous avez ici le grand-père. Alors le grand-père, Moses Lévy, était représentant de la Grande-Bretagne à la commission financière de la Tunisie. Et il donnait des protections parce que les consuls ou les représentants consulaires comme l'était Moses Lévy pouvaient protéger d'autres juifs. Cependant, il a été très contesté. Cet homme-là a été très contesté parce qu'il a en effet été épinglé par l'historien Jean Gagnage, avec lequel j'ai fait mes premiers travaux. Et Jean Gagnage avait vraiment une haine absolue du grand-père de Moses Lévy, parce que, en fait, il y avait une rivalité entre l'Angleterre et la France à ce moment-là pour des terrains importants, des terrains viticoles. Et finalement, c'était Moses Lévy qui l'avait emporté. Donc, jamais
Jean Gagnage ne s'est consolé de cela. Et dans ses écrits, il écrit des choses fort méchantes sur Moses Lévy, au point qu'un de ses descendants m'a demandé un jour, je payerai je ne sais quelle somme pour trouver un étudiant qui nous vengerait de Jean Gagnage. Voilà, donc c'était pas toujours juste. Alors, il a aussi une origine, donc ici, vous voyez la famille Lévy. Alors, vous avez... Non, ça ne marche pas. Bon. La famille Lévy est originaire de Gibraltar, Lisbonne, Tétouan. Et vous avez parmi eux, celui dont je viens de vous parler maintenant, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Moses Lévy 4, c'est le grand-père de Moses. Alors, par contre, vous voyez, ils sont alliés avec les Abou d'Aram, ils sont alliés avec les Espinosa par les mariages multiples, et on les retrouve avec les Lévi. Voilà, donc Lévi, et puis Abou d'Aram, Espinosa. Alors, j'ai encore d'autres tableaux qui ont été faits par justement Lévy, qui est un écrivain aussi. Alors voilà les Abou d'Aram, et vous voyez comment, ici, là, on arrive à Moses Lévy 4, celui qu'on a déjà rencontré, et qui va donner Léonella, etc. Donc les enfants que nous venons de voir. La famille Espinosa rejoint là aussi les Lévy par les alliances matrimoniales, et en particulier par le Moses Lévy III, celui de 1826, qui a épousé une Eva Gutiérrez Peña, et qui, elle, venait d'une famille Espinosa. Donc là, ce sont les grandes familles italiennes, Gibraltar, donc, qui ont tenu le haut du pavé en Tunisie. Et enfin, la famille Gutiérrez Peña, qu'on vient de voir, avec Isaac Gutiérrez en 1651, et puis toute une série de Gutiérrez jusqu'à ce que Moses Lévy épouse Eva Gutiérrez, que nous avons vu dans le tableau précédent. Voilà pour les origines de Moses Lévy. Alors, les ancêtres de Moses avaient obtenu du roi du Portugal, déjà en 1510, la liberté religieuse et l'autorisation de s'établir à Safi, qui était à ce moment-là une place forte portugaise au Maroc. Et donc les Lévis sont retournés même à Lisbonne 3 siècles plus tard, et on retrouve à Lisbonne, près de la tombe de Judas Lévy, celle de la grand-mère paternelle du peintre, c'est-à-dire Rachel Abou d'Aram, que nous avons vu dans le tableau précédent. Alors, bon, cette affaire de l'amphida, je ne vais pas vous en parler davantage. Voyons maintenant le parcours artistique de Moses. Nous avons ici, je vous présente le petit bédouin. Le petit bédouin est donc un de ses premières eaux fortes. C'est une petite représentation d'un personnage que l'on rencontre un peu partout, que l'on rencontrait en tout cas à l'époque, des tribus bédouines, paysannes, et qui tient une cruche, une amphore, et donc un visage un peu approfondi par une espèce de tristesse du côté de la bouche. Vous voyez, il y a une tristesse intérieure qui est bien saisie par cette eau forte. Et pourquoi le peintre est-il attiré par ces personnages qui sont des personnages du commun? Parce qu'il a, lorsque la famille a quitté la Tunisie pour la Toscane en 1895, le père de Moses, Léonel, décida pour des raisons professionnelles de s'installer en Italie avec 2 fils seulement, Moses et Cesare. Et le troisième, Albertino, est resté à Tunis et a fait ses études au lycée Carnot. Alors la famille s'est d'abord installée à Vallombrosa, près de Florence, et ensuite dans la campagne de Pise, et c'est là que, à Rigoli, en Toscane, est né le peintre Moses Lévy. Alors à partir de là,
sa vie va se confondre avec sa passion et il s'est engagé dans une formation artistique très solide. Il a travaillé comme artiste graveur et peintre. Donc on va voir tout au long des images que je vais vous présenter l'influence de l'Institut d'art de Lucques avec son ami Vianney. Alors 3 ans plus tard, il suit une formation à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, où il a d'ailleurs il y a eu une exposition à Florence de ses œuvres, et au sein de laquelle il reçoit un enseignement de quelqu'un de remarquable qui était Giovanni Fattori, c'est un de ses maîtres, avec Vianney, et il est impressionniste. Il se revendique de l'impressionnisme, ce maître. Giovanni donc Fattori. Au cours de cette période, il a de très nombreuses relations et il est vraisemblable que les peintres italiens et impressionnistes de cette époque-là l'aient influencé dans son travail. Pourtant, au départ, ce qu'il aime, c'est la gravure. La gravure avec le graveur qui s'appelait De Witt, W-I-T. Son œuvre graphique, dans cette période de Rigoli Viareggio, est très importante. Et Lévy va fusionner avec la terre toscane. C'est pour ça que je parle de peintre méditerranéen, parce qu'il y a l'influence de l'Italie, bien sûr, le retour des saisons, la stabilité des paysans, le rejet de la ville tentaculaire, de ce qu'on voit dans les peintres futuristes italiens, n'est-ce pas? Il a choisi la campagne et c'est un personnage, ce petit bédouin est un personnage de la campagne, donc qu'il a décidé de peindre. Voilà pour sa formation. Et le professeur Carlo Ragianti, dont je vous ai parlé, a réalisé cette monographie du peintre et il montre justement toutes les études d'anatomie qu'il a suivies en 1905 à Florence. Alors il a été à l'école du nu. Vous voyez, là on voit par exemple cette épaule nue, c'est une influence de l'école florentine. Alors il retourne en Tunisie en 1909 et il est alors baigné par la mer. Ça va être un des points importants, les couleurs de la mer et les mers méditerranéennes qui retracent toutes les étapes millénaires de ses ancêtres qui ont toujours été face à la mer, que ce soit dans la péninsule ibérique ou en Italie ou en Tunisie, ça a toujours été face à la mer, qui est pour lui, même en France, parce qu'il a quand même été en France aussi, toujours autour de la Méditerranée. Alors il reçoit un premier prix pour la cueillette des olives en 1907 à la Biennale de Venise. Et les gravures qu'il fait à partir de là sont très nombreuses. Il perd sa mère et il retrouve la partie qui était restée en Italie, c'est-à-dire son frère Cesare et sa mère, qui rentrent en Tunisie pour une période indéterminée. Alors, jusqu'en avril 1911, il y a l'exposition, entre avril plutôt et mai 1911, il y aura une exposition à la Chambre de commerce de Tunisie. Alors ici, ce sont déjà d'autres motifs qui apparaissent. Et on va voir apparaître justement ce tableau-là, c'est la danse de la Boussadia. Alors qu'est-ce que la Boussadia? Peut-être que dans la salle, certains le savent. N'est-ce pas? Vous le savez. Ça me rappelle, on disait pas Boussadia quand on voulait nous faire peur quand on était petits, on va appeler Boussadia. Oui, on avait peur. C'était un personnage mythique qui était une figure centrale des Noirs de Tunisie, la population. Boussadia, je crois que vous l'avez aussi en Algérie. Il y a une ville qui doit, enfin, qui a ce culte de la peur, hein, c'était de la panique. Il incarnait la permanence d'une négritude au sein du monde arabo-maghrébin et il jouait du stambali. Voilà, c'est une sorte de tambour avec un cérémonial très imposant au cours desquels, quand il y avait plusieurs cérémoniaux,
les initiés négociaient avec les genoun, c'est-à-dire les diables, quoi, enfin, en quelque sorte, ceux qui possédaient certaines personnes et qui les empêchaient de vivre. Donc, en fait, c'était probablement des gens déprimés la plupart du temps qui tombaient dans une sorte d'atonie, et donc il fallait les réveiller et leur retirer le diable de leur corps, et ça se passait avec de la musique très forte, très très forte, et souvent les tons très très violents aussi de l'entourage. Il y avait beaucoup de femmes qui se rejoignaient pour faire venir ces artistes, ces musiciens noirs, jusqu'au moment où elles tombaient en transe. Voilà, donc ça c'était très courant dans les familles tunisiennes, et on disait que ça les libérait. Enfin, nous, en tant qu'enfants, on nous parlait aussi de ça et on nous faisait très peur. Alors Moses Lévy s'est emparé de ce sujet. Symboliquement, c'était pour montrer que les Noirs encore avaient une place en Tunisie et qu'ils pouvaient assumer leur communauté avec leurs rites, car ils avaient aussi des rites, par exemple pour la volaille, etc. Mais bon. Alors, donc voilà un des tableaux qui est constitué par, qui est peint par le peintre Moses Lévy. Alors Moses Lévy a participé à de nombreuses expositions internationales d'art, de la sécession, comme il y avait eu la sécession à Vienne. Eh bien, il y a eu un mouvement de sécession, d'arrêt, quoi, de partage, de rupture plutôt, à Rome en 1913 et en 1914, pratiquement un petit peu après Vienne. Et il a remporté là le premier prix de gravure avec le contadino toscano, le paysan toscan. Il va exposer avec les peintres d'avant-garde comme de Chirico, qui sont tout à fait différents, à Viareggio, et ensuite, à partir de 1925, il retourne s'installer encore une fois à Tunis, et il continue à exposer à Rome et à Viareggio. Donc, il a des années de très très forte créativité, et en 1921, il participe, et en 1923, à une exposition à Tunis, et une autre à Livourne, et enfin une troisième à Rome. Donc il est peintre itinérant en quelque sorte. Il commence ses voyages à partir de Tunis ou de l'Italie, qui sont de véritables périples méditerranéens. Alors le Maroc, l'Algérie, l'Andalousie, où il séjourne avec sa famille pendant presque 2 ans, le Portugal, la France, où il va à Paris. Il a un atelier rue des Plantes, à Paris. Et il va aussi à Nice, où à un moment, il envisage de se fixer. Mais il revient toujours à Tunis. Ce sont ses premières amours. Et en 1930, il y a une rétrospective qui lui est consacrée à la boutique d'art du Claridge. C'était une boutique d'avant-garde en quelque sorte, une sorte de galerie plutôt. Il participe à de nombreuses expositions, dont celle-ci, celle du Salon tunisien. Alors le Salon tunisien est donc une institution très importante en Tunisie, où je parlerai tout à l'heure des institutions, et il y participe, là, vous le voyez, en 1912, en 1931, 33, 34, 124 peintures, 12 dessins, 3 eaux-fortes, bref, une très très grosse production, et enfin à la Biennale de Venise en 1935. Il va même jusqu'en Scandinavie. Alors, dans cette période, c'est la floraison des plasticiens tunisiens et européens. Alors ça, c'est très très important, parce que autant dans d'autres pays, il y avait des scissions entre les différentes nationalités, les différentes religions. Eh bien, à Tunis, les artistes tunisiens, plasticiens, n'est-ce pas, et les artistes européens, tunisiens musulmans ou juifs, peu importe, vivaient ensemble. Et ils partageaient leur misère, parce que il ne faut pas croire qu'ils étaient riches, hein. Les gens n'étaient pas sensibles à l'art, pas tellement. Donc Moses Lévy a joué un très grand rôle dans cette école de Tunis avec Pierre Boucherle et Yahya Turki,
qui va succéder à Pierre Boucherle à la tête de l'école de Tunis, après l'indépendance. Et ils vont exposer d'abord dans ce qu'on appelle le groupe des quatre, qui est créé à Tunis avec Boucherle, Corpora, qui est italien, Moses Lévy et Pierre Lelouch. Donc là, ce sont des peintres qui sont les plus âgés par rapport à la nouvelle génération qui va venir plus tard. Moses est à Rome au moment où on marche sur Rome avec les fasci, et c'est la prise du pouvoir par Mussolini et les fascistes. Donc, avec les lois raciales, il va quitter de nouveau l'Italie en 1936 pour Tunis. Il a hérité de ses deux oncles de Gibraltar un immeuble à Tunis, rue de Provence, et il installe son atelier qui devient le centre de tous ses peintres. Il était plus riche qu'eux, n'est-ce pas? Donc il les abritait. Et il expose au Salon de l'Afrique française à Rabat en 1938 et à Viareggio, donc enfin de très nombreux voyages. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, c'est la collaboration. C'est Vichy qui s'installe, qui envoie en tout cas des représentants, des résidents généraux qui font partie de la majorité fasciste, disons, pas fasciste pour eux, mais collaborationniste. Donc, avec les lois raciales qui apparaissent, la vie va devenir beaucoup plus dure. Il va hésiter à aller en Italie, ça devient difficile d'aller en Italie. Et il va continuer cet aller-retour, même pendant la période de guerre. Alors, en 1955, il va exposer à Tunis, en 1958, Viareggio, et enfin, il va mourir en 1968. Alors, quelles sont les structures, dans cette deuxième partie, quelles ont été les structures de ce salon tunisien que vous avez ici, avec le catalogue, et voilà ici le Café de Paris, où ils se rejoignaient, et nous avons, ici vous voyez, lui c'est Moses là, Moses, vous avez Gorgy qui est de droite, quand je prends de droite à gauche, on a Gorgy, on a Boucherle, alors je crois que je ne me suis pas bien, je m'approche un petit peu, alors voilà Moses, voilà Boucherle, ici tourné comme ceci, vous avez les autres peintres, donc le plus grand c'est Farhat, le peintre Farhat. Ensuite, vous avez Turki, c'est celui-ci, ici, et Bocchieri. Donc, voilà les peintres qui ont été à l'origine de cette école de Tunis. Alors, je vous signale qu'il va y avoir une exposition l'année prochaine, en avril, qui sera au musée de l'immigration, dirigé par Benjamin Stora, et qu'il y aura justement cette image-là du Café de Paris qu'ils m'ont demandé, et puis d'autres peintres, y compris Yahya, Turki. Voilà. Alors, si l'Europe s'est fascinée pour l'orientalisme, eh bien, les orientaux ne se sont pas intéressés, comme je vous les ai dit tout à l'heure. Il y a eu de très nombreux peintres européens qui sont passés en Tunisie. Il y a eu Auguste Mack, il y a eu Paul Klee, Louis Mouillet. Ils ont embarqué pour Tunis ensemble le 6 avril 1914. Il y a eu d'autres Européens comme André Lhote. Il y a eu Alexandre Roubtsov, qui est maintenant très très connu, qui était un Russe arrivé en Tunisie en 1917 après la Révolution. Il a fini par se convertir à l'islam tellement il a aimé ce pays. Il y a Albert Marquet, Jules Passin aussi, qui a fait un séjour à Tunis, Raoul Dufy, Lucien Lazare et Victor Prouvé. Il y en a encore beaucoup d'autres. Pierre Bourdeau, enfin bref, il y en a beaucoup. Alors donc il y a eu de nouvelles institutions. La première institution, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, c'est le Salon tunisien,
en 1894. Ensuite, nous avons eu, et là je vais peut-être en trouver d'autres, alors là je vais passer. Ici, je vous ai parlé de leur aptitude à vivre ensemble. Et là, ils ont décidé de faire un tableau ensemble, une création à 10 mains. Alors, il y a le minaret, ici, là, le minaret en haut. Là, c'est Yahya Turki. La porteuse de blé, c'est Amar Farhat. La femme allant à la source, que l'on voit, je crois, sur le côté, je ne la vois pas bien d'ici. Oui, c'est celle-ci. Et c'est Miranda, Michel Miranda. Nature morte, c'est Pierre Boucherle. En général, nature morte, c'est lui. Et puis, vous avez en dessous une marine, ici, de Nello Lévy, un rabbin d'Edgar Nakache. On ne sait pas si c'est un rabbin ou un mendiant. Bon, on peut dire les deux. Et une marine de Jules Lelouch. Ça, c'est une marine de Jules Lelouch et une nature morte, ici, aux fruits. Donc, vous voyez cette proximité qu'ils avaient, alors que tous les opposaient en fait. Mais dans la peinture, ils se sont retrouvés, ils avaient initialement les mêmes interdits, ou en tout cas des interdits cachés, parce que dans le judaïsme, on dit qu'il y a eu beaucoup d'interdits, mais il y a quand même des synagogues qui datent du IIIe siècle après Jésus-Christ, où il y a des visages, n'est-ce pas? Et en Tunisie, il y a une synagogue à Mamlif, Naro, où il y a un pavement avec des visages. Donc, l'histoire de l'interdit est venue plus tard. Alors, dans le même temps, s'est créée l'école des beaux-arts en 1930, donc le salon tunisien en 1912, l'école des beaux-arts en 1930, et ensuite, nous avons eu aussi des architectes de renom, comme Victor Valenzi, qui a été l'architecte de la grande synagogue de Tunis. Et l'école des beaux-arts va apparaître entre 1930 et 1949, et celui qui va la diriger, c'est Pierre Berjol, qui prend sa direction en 1950 et qui laissera la place ensuite à Yahya Turki. Cette école des beaux-arts, c'est quand même incroyable, parce que le programme est très proche de celui de Paris, alors qu'ils en sont quand même géographiquement très éloignés. Et chaque année, à Tunis, avait lieu l'exposition des élèves associés à leurs aînés, et ils travaillaient avec Paris. Donc, par exemple, le peintre Henri Saada était admirateur de Moses Lévy, mais ensuite, quand il s'est exilé, il est arrivé à Paris. Alors, Alexandre Fichet a fait beaucoup aussi pour le salon tunisien, et donc il y a quand même aussi sur le plan politique, je dirais, indépendamment de l'aspect strictement culturel, il y a quand même une distance par rapport aux a priori qu'on aurait pu avoir dans ces périodes, puisqu'on est quand même dans des périodes précédant la guerre, ou en tout cas dans l'entre-deux-guerres, la plupart du temps, pour arriver quand même à 1950 avec 49 avec la création de l'école de Tunis. Quel a été le rôle de Moses Lévy dans cette école? Ça, c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Il a, si vous voulez, associé. Il a été un maître, mais en même temps un lien. Il a associé à un ensemble de peintres comme Maurice Picard, Jules Lelouch, Maurice Bismuth, qui est le peintre des rabbins, David Younes, qui est quelqu'un d'extraordinaire, pour lequel on vient de faire une exposition à Lille, ou à Tourcoing, Lille-Roubaix-Tourcoing, dans l'agglomération, qui a été remarquable. C'était un peintre élégant, de l'élégance française. Micheline Cano-Hutz, il y avait des femmes, Fernande David aussi, Antonio Corpora, qui rejoindra l'Italie. Alors il y avait aussi des Maltais, Gaëtan Mifsud, c'était un Maltais, Auguste Durel, Henri Saada, Léo Nardus. Nardus, lui, venait du Nord. Natacha Markov était, Lagadovski était russe, Pierre Boucherle, Berjol, français, Nello Lévy, italien, et Edgar Nakache, tunisien. Donc vous voyez que ce salon tunisien va réunir
tous ces peintres, et Moses Lévy en est un peu l'artisan avec Pierre Boucherle et Pierre Bergol, dont je vous ai parlé. Alors tous ceux qui venaient, comme par exemple Marie Laurencin est venue, Van Dongen est venu en 1922, ou les autres, ont exposé par la suite, bien sûr, beaucoup plus tard, au Salon tunisien. Et c'est Moses Lévy qui ouvrait les portes aux peintres européens, vivant en Tunisie aussi, puisqu'il y avait Félix Guyot-Guillain, par exemple, Henri Dabadi, dont les peintures se vendent maintenant à un prix incroyable. Il y en a une qui s'est vendue, je ne sais pas, 150 000 ou 200 000 euros. Voilà. Et donc, Moses Lévy était, selon ses amis peintres, un grand seigneur qui affectionnait et encourageait tous les jeunes talents, sans distinction aucune, peintres tunisiens juifs ou musulmans, Abdelaziz Berayès, Ali Ben Salem, etc. Tous les noms que je viens de vous citer. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Voilà ici Moses Lévy avec Edgar Nakache, qui était un peu son plus grand ami, un peu plus jeune que lui, et on les voit ici dans leur salon en 1940. Alors, pour dire quelques mots d'Edgar Nakache, lui, il a complètement changé de voie en quittant la Tunisie, et il a fait partie d'une école picturale qui faisait des tableaux dans les rues, un peu un street art avant la lettre. Et il a eu pas mal de succès, mais beaucoup de déboires aussi. Enfin, il est maintenant, on le retrouve. Donc aujourd'hui, il commence à avoir un peu plus de succès. Voilà ici Pierre Boucherle au milieu, Moses, et puis on a Pierre Boucherle et Nello qui est là, sur la gauche, le fils. Alors là, j'arrive à une... je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Avant ça, je voudrais quand même vous parler de cette période-là où on a eu le groupe des 4, ensuite il y a eu le groupe des 10 et finalement l'école de Tunis, n'est-ce pas? Alors la Seconde Guerre mondiale a entraîné de très profonds bouleversements dans la communauté artistique. Des personnalités politiquement engagées comme Alexandre Fichet et sa femme Ève ont été arrêtées, comme Maurizio Valenzi. L'instauration des 2 statuts des Juifs 1940 et 1941, l'occupation allemande de ce semestre cruel de 1942 à mai 1943, avec la création de 32 camps de travail obligatoire, a vraiment profondément marqué les communautés juives. Cependant, le 8 mai 1943, à la Libération, les artistes purent retrouver leurs expositions et le salon tunisien se tint de nouveau avec un très grand succès. Alors, ils allaient au Café de Paris et lorsque l'un n'avait pas de quoi manger, eh bien, ils se partageaient leurs plats à plusieurs et Nello Lévy faisait des mosaïques sur les murs du Café de Paris. Elles y sont toujours, pas appréciées parce que les gens ne les voient même pas, alors que ce sont de magnifiques mosaïques. C'est le sort des choses. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors, Yahya Turki, lui, a été vraiment un père pionnier en même temps que Moses, et ainsi que Amar Farhad, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau. Il y en a un autre qui est très important aussi, c'est Jelal Ben Abdallah, qui est dans l'entourage direct de Moses, et Hatim El-Meki, qui était né à Jakarta. Ce sont des peintres qui vont vers la miniature tunisienne. Et donc Gorgy aussi, c'est un miniaturiste. Alors, quant à Gorgy, Moses appréciait sa compagnie et ils travaillaient souvent ensemble. Alors, on a vu le Café de Paris, la création à Dina, on a vu toutes ces choses. Je vais passer aux photos suivantes.
il y avait je voudrais vous citer quand même une des paroles les plus importantes de cette école, c'est celle-ci, qui est de Pierre Boucherle. Tous libres mais unis, sans distinction confessionnelle ou idéologique. Amitié, solidarité et respect mutuel malgré les différences. Une école qui ne sera ni coloniale ni orientaliste. Donc ils disent tout dans cette phrase-là. On voit très bien ce qu'est leur but. Alors ils vont se séparer avec l'indépendance de la Tunisie en 1956. Ils vont se disperser. Moses Lévy se retire à Viareggio, on l'a vu, et il continuera quand même d'enrichir la Tunisie de la puissance de sa palette. D'autres vont atterrir en France, beaucoup, nombreux, et Nello en particulier essaiera de retrouver la lumière des tableaux, la lumière de la Tunisie et de la mer. Alors là, on va aller un petit peu plus vite. Là, ce sont des peintures italiennes. Ça, c'est où ça? Comment? C'est où en Italie? C'est où en Italie? Ah, c'est à Viareggio. Ouais. Ça, c'est Viareggio. Et bon, il circulait un petit peu autour des plages. Alors, ici, c'est la plage de Sidi Bou Saïd. Alors, tout le monde doit connaître Sidi Bou Saïd, au moins par le voyage. Et au fond, vous avez les deux cornes du Boucornine, c'est-à-dire le père à deux cornes, et qui sont tout à fait symboliques, mais auxquelles nous sommes tous très attachés, parce que lorsqu'on arrive à Tunis, la première chose qu'on voit, c'est le Boucornine qui est un peu espacé, qui est un peu plus loin. Il est près de Hammam Lif, et on voit, vous voyez, les femmes voilées. Hein, c'est un tableau de 1944, signé Moses Lévy. Et vous avez aussi des personnages plus modernes sur la droite du tableau, et donc des sports nautiques, des barques, tout ça relève un peu de... il y a une interférence avec l'impressionnisme, en quelque sorte. Mais il y aura d'autres interférences aussi. Alors, dans le domaine artistique, maintenant, je pense que j'arrive au... Donc ici, c'est toujours l'Italie. C'est Anna, avec son amie, Anna, qui est la femme de Moses. Alors, ce tableau est absolument magnifique. Mère et fille sur la plage, en 1919. Ça, ce sont les tableaux plus anciens, les tableaux italiens. Voilà les gravures. Alors, ici, c'est une vieille paysanne, Vecchia Contadina, une eau forte sur zinc, et c'est donc très important dans son œuvre. Voilà. Alors, celle-ci, c'est un vieux rabbin, vous voyez, très très puissant, avec les mains qui sont vraiment très dessinées, un peu squelette, mais disons que là, il y a des caractères hébraïques en haut, tout à fait là, et c'est un rabbin devant la synagogue. Alors, je vais vous montrer d'autres gravures encore. Alors, celle-ci, c'est une lithographie. Les trois femmes tunisiennes ou femmes arabes, on ne sait pas exactement, parce que moi, j'opterais plutôt pour des juives, parce que elles ont, d'abord, elles sont dévoilées, elles n'ont pas de pudeur à être sous un voile, elles sont tout à fait libres, ce sont probablement des femmes très libres. Je veux dire, même, je peux aller même plus loin, parce qu'il y avait beaucoup de femmes juives, plusieurs prostituées. Donc, elles ne sont peut-être pas prostituées, mais il y a un autre tableau qui fait penser à celui-ci, où on a des prostituées. Mais il y avait quand même dans notre famille, il y a des photos où les gens sont en habit traditionnel. Les femmes, elles se voilaient aussi. Se voilaient aussi. Oui, oui, oui. Oui, elles mettaient le safsari pour sortir ou pour aller au bain mort, oui. Mais chez elles, non. Chez elles, elles n'étaient pas voilées. Je pense que celles-ci sont dans des rues. Alors ça, c'est la mariée
et ses deux amis, une xylographie, encore une... Alors celle-ci est très intéressante parce qu'il y a aussi une certaine liberté, pour ne pas dire plus, dans ce tableau. Deux adolescentes arabes brillantes, c'est le titre qu'il a donné, mais enfin vous voyez qu'il y a quand même voilà, deux adolescentes arabes brillantes. Vous avez ensuite, je vais vous montrer ici, les chanteuses arabes, aussi très très maquillées, mais avec un regard un peu lointain. Donc chanteuses arabes, ça c'est de 1913. C'est les premiers tableaux de... Alors celle-ci est magnifique. C'est un visage de vieille femme arabe, tout à fait intériorisée. Elle est complètement concentrée sur elle-même, tatouée. Vous voyez, tatouée au front, sur les joues, au menton. Ce sont des figures de personnages mythiques, assez envoûtants même, et qui sont enfermés dans leur vie intérieure, mais cependant très coquettes encore et très belles à voir. Il n'y a pas d'impressionnisme là, c'est vraiment plutôt du réalisme. Alors celle-ci, c'est la fiancée arabe. La fiancée arabe, c'est un tableau de 1925, une huile sur toile. Elle date donc de 1925. Et les formes et les couleurs sont très belles, donc une certaine rigidité. Donc, comme les fiancées se présentent à l'époux qu'elles vont rencontrer, elles doivent être vraiment en sainteté presque, ne pas bouger, elles sont immobiles, recouvertes de bijoux. Vous voyez toutes les fibules qu'elles ont là autour de leur... Alors ça, c'est le costume bédouin, très coloré. Hein, on les trouve dans les champs encore aujourd'hui. La cueillette des olives, c'est ça, aujourd'hui. Vous allez n'importe où dans les champs, vous trouvez des femmes habillées comme ça, avec tous les bijoux que vous trouverez d'ailleurs aussi au mage. On en a quelques-uns. La fiancée arabe. Et là encore, deux femmes au visage voilé. C'est carrément... il n'y a que le visage qui soit peint, le reste est dans le vague. Il n'y a pas vraiment une peinture de fond. Alors celle-ci, c'est la bédouine aveugle. Cette bédouine aveugle date de 1925 aussi. Là, son œil fermé, et l'intrigue de ce tatouage aussi, la coiffe, les grandes boucles d'oreilles et surtout ce regard très très lointain, évidemment, puisque c'était courant, les aveugles étaient très nombreux en Tunisie à cause du trachome. Hein, il y avait des maladies qui rendaient aveugles. Alors ici aussi, les aveugles, toujours le même thème, les aveugles dans le souk, avec toutes les femmes assises derrière. Alors, celui-ci est lumineux. Ce tableau, c'est les danseuses orientales, de 1924 à 1925. C'est une huile sur carton que j'ai vue, donc que j'ai photographiée moi-même chez Madame Lévy. Et je crois qu'elle s'en est séparée. Enfin, les Lévy ont vendu beaucoup de toiles ces derniers temps, malheureusement. Bon. Ça va aussi dans les musées. Voilà. Alors ça, c'est un des plus beaux, des plus colorés de Moses Lévy. Donc, il s'intitule Danseuse orientale. Il est très grand. Hein, il prend un peu comme celui-là, même plus grand que celui qui est là-bas. Donc, c'est le chant, la danse, le tambour, les cheveux éparpillés. Oui, c'est le tambourin. Hein. C'est le tambourin, c'est pas le tambour, le tambourin. Et vous avez tout l'orchestre qui est là au sol et qui... Attendez, c'est quoi cette flèche? Voilà. Ah bon, ben, je peux montrer. Très bien. Voilà l'orchestre que je viens de m'apercevoir. Donc ici c'est le tambourin, les femmes qui sont des danseuses professionnelles, ici, et tout le chatoiement des couleurs tout autour
partout ici sur ce tableau. Alors, on a ensuite ce tableau très triste, terriblement triste, qui s'appelle Africa Maternité, que j'ai vu longtemps, même que j'ai pu donc photographier aussi, et qui est encore beaucoup plus grand que le précédent. Et je sais qu'il vient d'être vendu, j'ai malheureusement pas pu l'acquérir, c'est impossible, des prix terribles. Alors c'est un enfant mort en fait. On m'a expliqué que c'était un enfant mort qu'elle tenait dans ses bras. Et on comprend mieux son regard. Parce qu'une femme qui tient un enfant dans ses bras est heureuse. Mais là, tenir un enfant mort dans ses bras, c'est pas pareil. Donc on voit le poids de la mort qui est toute présente. Et dans l'univers un peu désertique, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, hein, nulle part. Donc quand vous passez là partout, vous voyez tout ça, c'est sans vie. Les maisons vides, et elle au milieu, avec son enfant dans les bras, voilà, ailleurs, dans un autre monde. Ça s'appelle Africa Maternité. Eh bien, c'est la même. C'est la même femme. Donc là, l'enfant n'est pas mort, hein, puisque on voit ici son petit pied qui est dressé, ici. Est-ce qu'elle est enceinte? Probablement aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours perdu, le visage perdu de Moses Lévy. Alors là, ce sont des scènes de genre, donc de la vie quotidienne, le marchand de briques. On a le marchand de briques de 1935, elles sont plus tardives, mais c'est une figure connue. Dans la ville arabe de Tunis, dans la Médina, on en a partout, les marchands de briques. Et puis il y a le marchand de poissons, enfin non, là c'est le vendeur de thon, très précisément, de 1940. Il coupe le thon et le vend en tranches. C'est aussi un très beau tableau, enfin très réaliste. Et là, ce sont les femmes qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez comment elles étaient arrangées dans le tableau précédent, le long des murs. C'est les souks. Ce sont les souks. Alors, attendez, celui-ci, c'est... Oui, ce sont les Arabes dans le souk. Bon, c'est comme ça qu'il les a appelés. Alors là, c'est le marchand de poissons. Le marchand de poissons qui date de 1946, donc après la guerre. Coloré, vivant, beaucoup moins peut-être de tristesse que dans les tableaux précédents, avec toujours pendus ces tons énormes qu'on ne trouve plus d'ailleurs. Et puis ici, les rougets, enfin tout le résultat de la pêche, ici que vous voyez. Et encore ici, ce qu'il affectionne, il affectionne beaucoup les cavaliers noirs, les rites aussi, les rites venant d'Afrique. Alors là, ce sont deux cavaliers de 1952 qui ressemblent à quoi là? Par contre, on est dans tout autre secteur d'art. Hein. C'est le cavalier bleu, n'est-ce pas? C'est plutôt l'école allemande, des expressionnistes allemands. Et il y a une inspiration, effectivement, puisqu'ils voyagent beaucoup, et que nous sommes en 1952. Donc les cavaliers arabes, là, moi je trouve ce tableau absolument somptueux, mais bon, on n'est pas obligé. Là c'est le quartier arabe, ça ressemblerait plutôt à un Saada. C'est quoi? Saada, c'est Henri Saada qui a travaillé avec lui. Oh, Non, je dis un tableau de Saada qui a beaucoup peint les places comme ceci, où le monde s'agrège et il y a toujours la mosquée qui est toute puissante, toute permanente et toute présente. Donc là, c'est assez rare qu'il ait fait ce genre de choses. Donc il a peint à Viareggio. Alors là, voilà. Là, les plus beaux tableaux sont ceux qu'il a fait de la Hara de Tunis, c'est-à-dire le ghetto, en quelque sorte, qui n'était pas un ghetto fermé, mais on fermait le soir quand même. Le ghetto était fermé le soir. Très grande pauvreté dans ce ghetto qui a été rasé par Bourguiba dès qu'il a pris le pouvoir
en disant bon, on ne va pas laisser ça, voilà, pas de ghetto autour de Tunis. Et il a aussi fait raser la synagogue, qui était une synagogue du 15e, 16e siècle, en 1960. Ce qui est fort dommage, vraiment. Alors là, comme je m'occupe un peu du patrimoine, j'aimerais bien que les synagogues demeurent. Alors voilà la belle juive. Alors là, la belle juive, c'est une belle juive, mais elle est prostituée, très certainement. Elle attend. Elle attend dans un quartier où on attend, sur une rue, d'Agesh, qui est une rue spécialisée là-dedans. Et donc, voilà, dans la Hara, la pauvreté était immense, donc certaines femmes se prostituaient pour nourrir leurs familles nombreuses, des familles de plusieurs enfants. Et voilà. Il y a eu une thèse sur la prostitution en Tunisie, je vous signale. Voilà. Alors là, c'est les jeunes femmes juives. Non, celle-ci. Alors, ce qui est étonnant dans ce tableau, c'est le tableau qui est derrière. Alors, vous voyez, là, vous avez un autre tableau. Alors, il faut comprendre. Et ici, vous avez un morceau de pan qui n'est pas terminé, apparemment. Alors, voilà ces femmes qui étaient nourries et engraissées, vous le savez, pour pouvoir plaire à leur mari. Donc, une femme, avant de se marier, devait être engraissée pendant quelques mois avant d'être présentée à son futur époux. C'est horrible, mais enfin, c'était comme ça. Il y a des choses tout à fait incroyables. Quand vous lisez tout ça, bon, c'était un asservissement, en quelque sorte. Dans cette mode du pantalon, donc je pensais que c'était les prostituées. Ça, c'est le pantalon turc. D'accord, donc c'est un vêtement que Les prostituées. les femmes portent. Les prostituées ont porté ça ou... Non, 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 non. Ça, c'était le costume turc. Mais dessus, on mettait un... Voilà. Alors, il y avait la petite camicia. C'est la chemise dite khamisa. Mais c'est un mot italien, naturellement. C'est ça. C'est ce que vous avez là. Ça, c'est la camicia. Et ça, c'est le pantalon traditionnel qu'elle portait. Mais ici, c'est très échancré. Vous voyez, ici, c'est recouvert d'or. Pour le soir, elles sont recouvertes d'or ou d'argent. Et dans la journée, ce sont ces vêtements qu'elles portent. Le pantalon, elles le portaient et elles avaient la fouta. Alors, fouta, c'est une tunique qu'on porte sur ce pantalon-là. Et elle était pailletée. Et fouta et blousa, blousa c'est le haut, et fouta, c'est ce qui est qu'on ne voit pas, ici. Donc, Pour elles danser, avaient... peut-être. La fouta, c'est... Ah, peut-être. La chute. La suite. La chute. On a vu. Oui, le foutoir. Alors, là, c'est encore le ghetto de la Hara, Foutoir. mais désert. Avec, ici, autre chose, qui est très intéressant sur le plan de l'art, c'est, vous voyez ça, Oui. ici, on est dans une période pré-cubiste. Vous voyez, l'inspiration cubiste. Parce que ce sont des blocs, désormais. Ce n'est pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure, où on décrivait les petites maisons, etc. Là, ce sont de vrais blocs. Donc, influence certaine du cubisme. Alors, ceci a été... J'ai fait une grande exposition à la mairie du 4e arrondissement sur... ça s'appelait Peintre de Tunisie, vision et mémoire. Et alors, j'en ai un catalogue ici, mais il n'y en a plus. Donc, vous le trouverez nulle part. Il faudra que je le refasse. On me le demande de partout, mais... Alors, il y a tout ça, il y a beaucoup plus. Mais on avait tiré 800 exemplaires en se disant 800 exemplaires, personne ne les achètera. Le premier jour, ils sont tous partis. On a eu 1000 personnes quand on en attendait même pas 50 ou 100. Bon, enfin, c'était à la mairie du 4e arrondissement et c'était vraiment très beau. Et j'avais été moi-même dans toutes les familles pour faire des photos avec un photographe parce que la Tunisie ne nous prêtait rien du tout. Donc, c'était des collections privées. Chaque fois que vous voyez collection privée, c'est une photo que je suis allée chercher. Bon, alors ça, c'était l'affiche de notre exposition. Ici,
c'est la Hara de Tunis, mais c'est l'esquisse préalable, intéressant. Et là, vous avez encore la Hara de Tunis, c'est celle-là, c'est la même. Ben voilà. En esquisse d'abord, avec les moucharabiers, les balcons, et puis ici, les couleurs, et le marchand de poissons qu'on retrouve ici. Donc vous retrouvez le marchand de poissons, vous retrouvez les murs de la Hara, et donc ici encore du poisson, et c'était en quelque sorte le petit marché local. Albert Memmi a vécu aux franges de la Hara, pas dedans, mais juste au bord de la Hara. Alors là, c'est un enterrement à Djerba. Vous voyez donc le linceul, enfin voilà, le linceul, oui, avec des manches et des... Non, c'est les rimonimes qu'on met dessus, ceux qu'on met dans les synagogues. Vous savez, ce sont des rimonimes en argent, donc ça devait être quelqu'un de très riche pour pouvoir se permettre, enfin que sa famille se permette un enterrement pareil. On croirait presque que c'est un mariage avec ces personnages ici, les femmes. Alors, ici vous avez les rabbins, au premier plan, là la famille, et puis c'est Djerba. Donc il y a quand même un très grand mouvement, c'est emporté, quoi. C'est très vivant pour un enterrement. Voilà. Alors, voilà Moses Lévy dans son atelier dans les années 60, avec toujours le thon qui est tendu derrière. Là, les colonnes Maurice qui sont vraiment le témoignage de la colonisation. Là, on ne peut pas faire plus colonisation que ces colonnes Maurice. Elles étaient partout. C'était des colonnes d'affichage. Et puis, ici, nous avons Moses Lévy et ses petits-enfants. Alors, ce petit-fils-là, lui, est devenu un grand sculpteur et il s'appelle Marc Pérez et il se dit dans la lignée de son grand-père, mais sa peinture et ses sculptures, c'est la Shoah. C'est beaucoup plus la Shoah que la Méditerranée. Ça n'a rien à voir. Donc là, si vous voulez, c'est un autre plan. Alors, voilà. Donc, Moses Lévy, peintre et graveur méditerranéen. Je vais, en conclusion, là, parce que je ne voulais pas être trop longue, j'ai passé beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Je crois qu'il faut le voir comme ça. Alors, j'ai une phrase. Donc, on a vu ces liens profonds avec le judaïsme tunisien l'ont plutôt rapproché des plus humbles. Vous voyez, des personnages de petite existence, d'existence misérable, ceux de la Hara, les paysans, les marchands. Donc ça, c'est un moyen de montrer que la misère n'est pas tout, et qu'on peut jouir même au milieu de la misère, on peut jouir de la vie, et le dénuement ne signifie pas désespoir. Ça, c'est important. Alors, les prostituées ont leur place dans sa peinture, avec leur maquillage très accentué, provocateur, mais qui conserve tout de même une certaine dignité, parce que lui-même allait à Sidi Abdelhagesh, la rue dont je vous ai parlé, qui était une rue de demi-mondaine, voire de prostituées ou d'odalisques. On les appelait aussi les odalisques. Oui, parce que ça fait penser aussi. Enfin, je vous entends pas bien avec le On masque. peut parler un peu plus fort. de Matisse, en fait, on connaît ce tableau de Matisse. Oui. Oui. Ah oui, oui. Moi, ça m'a fait penser, parce que je ne sais pas. Ça vous a fait penser à Matisse, tout à fait. Mais Tout à à l'époque, fait. tout le monde était des petites gens, c'est-à-dire que les Juifs étaient de toutes conditions, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Oui, il y avait bien sûr, ce que je veux dire, c'est que les gens qu'on voit, c'est vraiment Alors, conditions sociales. je vais vous demander si vous avez des questions, hein, Oui. parce que c'est Pour- rituel. Je vais juste vous terminer dire dans deux une mots dizaine sur de la minutes. conclusion. Donc, pour cet artiste de Viareggio de Tunis, qui a porté un regard chaleureux sur les peuples méditerranéens, il a trouvé une part d'humanité et d'universel. Et c'est ça, en ça qui rejoint un peu le judaïsme, cette recherche
de l'universel, de l'existence humaine avec ses vicissitudes du siècle. Et il a traversé dans son inspiration ses voyages autour de la Méditerranée, une vie très faite d'attachements très solides à la Toscane, à la Tunisie et à plusieurs cultures. Il est peut-être pour moi le maillon essentiel entre l'Orient occidentalisé et l'Occident qui est fasciné par l'Orient. C'est un peu le pendant l'un de l'autre. Voilà. Donc, et justement, je terminais avec Matisse et je disais qu'il se situe entre l'influence, l'évolution des pères de l'impressionnisme classique et la production de Matisse, solaire, africaine et provençale. C'est ce que vous disiez, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous remercier. Pour moi, personnellement, c'est un monde que je connaissais très peu, donc j'ai appris beaucoup de choses. Bon. Donc, je me donne une dizaine de minutes, même moins, pour que on puisse terminer à 10 heures là chez les gardiens. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations, des suggestions, etc. Voilà. Je crois qu'il y a... Attendez, on va prendre des questions. Je vais me lever peut-être. Oui, je vais me rapprocher. Alors, si vous avez des questions, allez-y. On peut voir où ces tableaux? Asseyez-vous là. Vous voulez revoir? Non, on peut voir où ces tableaux? Est-ce qu'on peut voir ces tableaux? Où? Oui. Alors, les mêmes tableaux, si vous voulez, j'ai tous les transparents. Si vous Non, 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 les vrais tableaux. Les vrais, d'accord. Les vrais. Eh bien, écoutez, il y en a en Italie, évidemment, à Viareggio, parce qu'ils font des expositions tous les 2-3 ans, ils font une exposition de Moses Levy. C'est là-bas qu'il a vécu. Il y a tout ce que vous voulez là-bas. Il y a des tableaux aussi à Florence, que Florence a acheté aussi des tableaux. Alors, à Tunis, il y en a. J'en ai vu aussi à l'ambassade de Tunisie. Ils ont surtout des Ruptsov là-bas. Il y en a bien dans les collections privées. Et c'est malheureux parce qu'il n'y a pas un musée. Il n'y a rien qu'en haut. Voilà, il n'y en a pas encore. Alors on a beau lutter pour faire un musée, un vrai musée quoi, avec cette école de Tunis, mais il y en a quand même au musée du Bardo, vous allez peut-être en trouver, très peu. Et non, c'est un peintre qui est resté caché pendant longtemps. Donc, maintenant, sa faute monte énormément parce que on le prend pour un orientaliste, ça monte. Mais on ne le trouve pas dans beaucoup d'endroits. Alors, hommage, on avait proposé même un tableau de Moses Levy, mais c'était trop cher pour eux, parce qu'ils devaient payer des impôts à la France, enfin, au gouvernement. Donc, ils n'ont pas offert, hein. Donc, ils n'ont pas pris. J'ai eu beau, après, je suis intervenue quand même. Je leur ai dit, quand même, vous avez le tableau, il faut le mettre, c'est pas possible. Non, ça va nous coûter encore plus cher. Mais on ne l'a pas eu. Par contre, dans la famille Lévy, il y en a beaucoup. Encore beaucoup. Chez sa fille, chez sa belle-fille. Et alors, il y a toute la collection maintenant du fils. Moi, j'aime beaucoup Neveu Lévy aussi. Donc là, on peut en acheter sur Internet aussi. On peut les voir même. Alors là, peut-être, effectivement, c'est sur Internet que vous pourrez les voir, pas en vrai, naturellement, mais au moins voir des reproductions sur Internet. Ça, vous pouvez, dès que vous mettez Moses Levy, vous avez toute la suite de tableaux. C'est aussi une drôle de façon de vendre des tableaux comme ça, comme ça sur Internet, comme une marchandise quelconque. Oui, c'est comme ça. Ben, c'est devenu comme ça. Il y a un marché qui s'est substitué aux galeries. Les galeristes sont aussi dedans, naturellement. Elles ont pris le vent en poupe, là. Et donc, voilà, ce marché fonctionne très fort. Il y a une très grande concurrence. On peut acheter internationalement. Je trouve que dans ses peintures, il arrive à dégager la spiritualité de la personne, on a l'impression qu'elle va parler ou qu'on voit ses pensées. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Oui, dans cette humilité en même temps, l'humilité du personnage qui est comme ça, mais qui donne de lui-même, qui donne à voir sa personnalité. Ça, c'est quand même une de ses principales. C'est très bien, c'est ce que je pense être le plus important, parce qu'on ne peut pas
pas mal de choses, mais arriver à montrer l'intériorité du personnage Voilà. en ne touchant à rien, et parfois il n'y a même pas d'espace, les espaces sont vides tout autour, une grande force. C'est peut-être pas le plus grand des peintres, mais en tout cas il est extrêmement intéressant, et il a beaucoup travaillé pour la Tunisie, vraiment, pour faire cette école de Tunis dont tout le monde se revendique maintenant. Il y a une galerie à Sidi Bou Saïd. Ils ont ouvert une galerie où ils ont une exposition, mais alors pour trouver l'heure d'ouverture de cette galerie, je suis levée très tôt le matin parce que vous pouvez aller à n'importe quelle heure, on vous dit ah non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Bon, donc peu de chance d'entrer dans cette galerie, mais sur internet ils sont très présents. Vous voyez, sur Facebook par exemple, il y a un site qui s'appelle Les Peintres de Tunisie, et qui est très riche, très très riche. Je crois qu'on va laisser. Non, mais s'il y a encore une ou deux questions, allez-y. Et si vous êtes, je ne voudrais pas que vous sentiez frustré, ni Madame Augustin. Je veux juste faire une remarque, je ne sais pas si c'est utile, mais il va y avoir un colloque auquel je suis invitée, si jamais il peut se tenir, parce que ça fait plusieurs fois qu'il est porté, sur la culture du bassin méditerranéen, sur la richesse culturelle du bassin méditerranéen, et il se tient à Hammamet en Tunisie. Ah, Mamet. Voilà. Ah, oui. Donc je pourrais vous mettre en contact parce que je voudrais bien que la partie minoritaire, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Non mais ils adorent Moses Levy parce qu'ils arrivent à le vendre, etc. Non, vous en faites pas, il n'est pas trop minoritaire là-bas pour ça. Non, nous on est minoritaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je voulais avoir votre avis sur la programmation de ce colloque. Ah oui, mais pourquoi pas. Alors ce dimanche, il y a un colloque aussi sur les Juifs d'Afrique du Nord. C'est le départ et l'exil, ça n'a rien à voir avec sa peinture, mais eux-mêmes sont tous partis. Hein, voilà. Sur les Juifs d'Afrique du Nord. Le colloque se tient à la mairie du 3e arrondissement, mais je crois que les inscriptions sont closes. Enfin, vous pouvez toujours essayer. Le colloque, c'est tenu par l'AMUCHEF, sur le musée séfarade. Point d'interrogation. Enfin, je veux bien y croire, moi, je croirais volontiers. C'est pour ça que j'y interviendrai. Mais est-ce qu'il se fera un jour? Je ne sais pas. Peu importe, on a le temps pour nous. En tout cas, nous ici, on a plus de temps. Je suis obligée d'arrêter. Hein? Non, c'est pas moi, mais il doit trop. Merci. Merci de nous avoir fait découvrir ce Merci encore. Eh bien, écoutez, j'étais très contente que vous soyez là. Et puis, je ferai probablement d'autres interventions. Merci beaucoup. En tout cas, moi je remercie encore à vous tous. Et donc, si vous voulez, c'est une première. On fait d'habitude tout dans un, mais là, on n'a peut-être pas laissé assez de temps. Ah non. On a fait ce qu'on a pu. Non, c'était très bien. Et puis, très bien, très bien. On va continuer. Alors, tout est bon, la cuisine. Voilà. Et le reste, Les autres vont être plus Et vous proches. organisez ces cafés? Oui. Donc, il y aura vous avez peut-être. laissé peut-être à la Normalement, non, c'est.